Les conseillers et conseillères municipaux de Castle Rock se partageaient une secrétaire à plein temps, une jeune femme répondant au nom exotique d'Ariadne Sinclair. Dotée d'une heureuse nature, mais d'une intelligence qui n'avait rien d'excessif, elle était infatigable et en outre fort agréable à regarder. Elle avait des seins volumineux qui transformaient son inépuisable collection de chandails angora en un paysage de douces et imposantes collines et un teint de pêche. Elle souffrait aussi d'une forte hypermétropie, et ses yeux bruns et agrandis paraissaient nager derrière les verres de ses lunettes cerclées de cornes. Buster l'aimait bien. Il la jugeait trop bête pour faire partie d'eux. À 4 heures moins le quart, Ariadne passa la tête par la porte de son bureau. « Dickie Bradford aurait besoin d'une signature pour un bon de sortie, monsieur Keaton. Pouvez-vous la donner ?» « Voyons d'abord de quoi il s'agit, » répondit Buster, qui, d'un geste vif, fit disparaître la page des pronostics du Daily Sun de Lewiston dans un tiroir de son bureau. Il se sentait mieux, décidé à agir, maître de ses moyens. Ces saloperies de PV avaient brûlé dans la cuisinière. Myrtle ne décampait plus comme un chat échaudé à son approche. Il se souciait d'elle comme d'une guigne, mais c'est tout de même embêtant de vivre aux côtés d'une femme qui vous soupçonne d'être l'étrangleur de Boston. Et il espérait bien ramasser encore un gros paquet aux courses ce soir. Comme c'était jour de congé, il y aurait davantage de monde, et donc le rapport serait meilleur. Il avait même commencé à réfléchir en termes de quarté, quintet plus et autres combinaisons tarabiscotées. Quant à l'adjoint tête de nœud, au shérif tête de con et à toute leur joyeuse bande, lui et M. Gaunt faisaient une sacrée équipe à tous les deux. Et il les avait dans le collimateur. C'est pour toutes ces raisons qu'il accueillit aimablement Ariadne. Il retrouva même un peu de l'ancien plaisir qu'il avait à observer sa vaste poitrine osciller doucement, prisonnière, sans aucun doute, d'un formidable harnais. Elle posa le formulaire de mise à disposition de fonds sur son bureau. Buster le prit et s'inclina dans son fauteuil pivotant pour l'examiner. La somme demandée figurait dans un encadré. 940 $, au bénéfice d'un fournisseur des BTP de Lewiston. Dans l'espace réservé à la description de la demande, Dickie avait écrit en lettres capitales 16 caisses de dynamite. Et dans celui des explications, nous sommes finalement tombés sur la barre granitique dans la gravière de la route vicinale 5, dont le géologue fédéral nous avait annoncé la présence en 87, voire rapport joint. Il reste cependant beaucoup de gravière récupérée de l'autre côté, mais il faut faire sauter cette barre pour l'atteindre. Il serait bon de procéder avant le froid et les premières chutes de neige. Si nous devons acheter 6 mois de gravier à Norway, les contribuables vont crier au meurtre. 2 ou 3 explosions devraient en venir à bout, et le fournisseur de Lewiston dispose à l'heure actuelle d'une bonne réserve de Taggart High Impact. J'ai vérifié. Nous pourrions l'avoir demain à midi, et commencer les tirs mercredi. J'ai fait poser des repères au cas où l'un des conseillers voudrait venir voir. Dickie avait griffonné sa signature au-dessous. Buster lut 2 fois cette prose, tout en se tapotant les dents de devant, songeur, pendant qu'Ariadne attendait. Finalement, il se redressa sur son siège, inscrivit un changement, ajouta une phrase, initiala les 2, et contresigna le texte de son paraphe compliqué. Il sourit en tendant la feuille rose à la secrétaire. « Voilà, et dire que tout le monde me prend pour un vieux radin. » Ariadne regarda le formulaire. Buster avait changé le montant de la location, 1400 $ au lieu de 940. Sous les explications de Dickie, il avait ajouté « Autant prendre 20 caisses, tant qu'ils en ont en stock. » Avez-vous l'intention d'aller voir la gravière, monsieur Keaton ? Non, non, ça ne sera pas nécessaire. Buster reprit sa position inclinée en arrière, main derrière la nuque cette fois. Dites simplement à Dickie de me passer un coup de fil lorsque la camelote arrivera. Il y aurait de quoi faire sauter la ville. Vaudrait mieux que ça tombe pas entre de mauvaises mains, n'est-ce pas? Oui, en effet, l'approuva Ariadne. Elle sortit soulagée de quitter ce bureau. Il y avait chez M. Keaton quelque chose d'inquiétant. Buster avait entre-temps fait pivoter son fauteuil pour regarder Main Street. L'activité qui régnait dans la rue était autrement plus grande que quand il l'avait contemplée samedi dernier, plein de désespoir. Beaucoup de choses étaient arrivées,
Et il avait l'impression qu'il allait s'en passer d'encore plus spectaculaire dans les jours à venir. Pardi, avec 20 caisses de dynamite Taggart à impact dans le hangar communal, hangar dont il possédait bien entendu la clé, à peu près n'importe quoi pouvait se produire. N'importe quoi. Ace Merrill entra à Boston par Tobin Bridge à 4 heures de l'après-midi. Mais il lui fallut plus d'une heure pour atteindre ce qu'il espérait être sa destination. Elle se trouvait au milieu des taudis de Cambridge, dans un endroit étrange, non loin d'un réseau compliqué de rues dont une moitié paraissait être à sens unique, et l'autre se terminait en cul-de-sac. Les immeubles en ruine allongeaient leur ombre dans la rue lorsqu'Ace rejoignit Ripple Street et s'arrêta devant un bâtiment sans étage, construit en parpaing, qui se dressait au milieu d'un terrain vague. Un grillage entourait la propriété, mais comme on avait volé le portail, il ne constituait pas un obstacle. Seuls les gonds étaient restés. On devinait dessus la trace de grosses pinces coupantes. Il franchit l'entrée, conduisant la Challenger au pas. Les murs du bâtiment ne comportaient pas de fenêtres. La piste creusée d'ornières le conduisit jusqu'à une porte de garage fermée sur le côté, qui faisait face à la rivière Charles. La Dodge tressautait désagréablement sur ses amortisseurs, tant les nids de poules étaient nombreux. Il passa devant un landau abandonné au milieu de débris de verre. Une poupée à demi rongée le regarda de l'intérieur. D'un œil unique mangé de moisissures. Il se gara devant la porte fermée. Qu'attendait-on exactement de lui maintenant ? L'édifice paraissait avoir été déserté depuis l'armistice en 1945. Ace descendit de voiture. Il prit le bout de papier sur lequel Gaunt avait écrit l'adresse où son véhicule était soi-disant remisé. Il l'étudia à nouveau, dubitatif. Les derniers numéros devant lesquels il était passé suggéraient bien qu'il se trouvait au 85 Ripple Street. Mais comment en être sûr, nom d'un foutre ? Dans ce genre d'endroit, il n'y avait presque jamais de numéro ou de plaque de rue, et il ne voyait personne alentour qui aurait pu le renseigner. En fait, toute cette partie de la ville donnait l'impression inquiétante d'être complètement désertée. Ça ne lui plaisait pas trop. Des terrains vagues, des carcasses de voitures où l'on avait barboté tout ce qui pouvait être utile, et où ne restait pas un centimètre de fil de cuivre. Des baraques vides, qui n'attendaient que le moment où les politiciens auraient palpé leur pot de vin pour s'effondrer sous la pioche des démolisseurs. Des ruelles sinueuses ou s'achevant en impasse, dans des cours crasseuses, ou sur des murs contre lesquels s'amoncelaient les ordures. Il lui avait fallu une bonne heure pour trouver Whipple Street, et maintenant que c'était fait, il regrettait presque d'y être parvenu. On était dans le quartier où les flics trouvaient de temps en temps le cadavre d'un bébé dans une vieille lessiveuse, ou un frigo au rebut. Il s'avança jusqu'à la porte sans fenêtre du garage et chercha une sonnette. Rien. Il appuya l'oreille contre le métal rouillé et écouta. C'était peut-être un atelier clandestin. Un type qui vous sortait une coke aussi explosive que celle que Gaunt lui avait fait sniffer pouvait fort bien connaître le genre de citoyens qui revendent des Porsche et des Lamborghini contre argent liquide après le coucher du soleil. Mais le silence était total. Ce n'est pas la bonne adresse, Paris. Cependant, il avait arpenté la rue dans les deux sens, et c'était le seul endroit assez grand, et surtout en assez bon état, pour abriter une voiture de collection. À moins qu'il ne se fût royalement planté sur le quartier. Cette idée le rendit nerveux. Et n'oubliez pas, de retour pour minuit. Si vous arrivez plus tard, je serai très fâché. Lorsque je suis fâché, il m'arrive de perdre mon sang-froid. On se calme, se dit-il mal à l'aise. C'est juste un vieux schnock, avec un dentier fabriqué par Picasso. Un PD, sans doute. Mais il n'arrivait ni à se calmer, ni à se convaincre que M. Leland Gaunt était un vieux schnock équipé d'un dentier mal fichu. Il se rendit compte, en outre, qu'il n'avait aucune envie de vérifier ça. Pour l'instant, son problème était que la nuit n'allait pas tarder à tomber, et il n'avait aucune envie d'être encore dans le coin. Quelque chose clochait dans le secteur. Quelque chose qui allait bien au-delà des inquiétants immeubles de rapport avec leurs fenêtres aveugles ou leurs vitres cassées et des carcasses de voitures gisant sur les jantes dans le caniveau.
Il n'avait pas vu un chat depuis qu'il était dans le secteur de Whipple Street. Personne dans les rues, personne à une fenêtre, personne assis sous un porche. Ce qui ne l'avait pas empêché d'avoir l'impression d'être surveillé. Qu'il l'était encore. Il en avait les poils qui se hérissaient sur la nuque. On aurait dit qu'il n'y avait plus âme qui vive à Boston. On se serait cru dans un épisode de la 4e dimension. « Si vous arrivez plus tard, je serai très fâché. » Ace, du poing, martela la porte rouillée. « Hé! Y a personne qui veut mon bel aspirateur là-dedans ?» Pas de réponse. Il y avait une poignée au bas de la porte. Il tira dessus. Pas mèche. La porte ne se mit pas à rouler. Elle ne frémit même pas dans son cadre. Il siffla entre ses dents et regarda nerveusement autour de lui. La Challenger l'attendait juste à côté. Jamais de sa vie il n'avait eu autant envie de sauter dedans et de prendre la poudre d'escampette. Mais il n'osa pas. Il fit le tour du bâtiment, mais ne vit rien. Rien du tout. Juste de grands pans de murs de parpaing peints en vert cacadois. Un étrange graffiti ornait l'arrière du garage. Ace le contempla quelques instants. Sans comprendre pourquoi, il lui donnait la chair de poule. Yog-Sothoth règne. Lisait-on en lettres rouges délavées. Il se retrouva devant l'entrée du garage et se demanda « Bon, et maintenant ?» Incapable de trouver autre chose, il remonta dans la Challenger et resta assis, contemplant la porte. Finalement, il appuya des 2 mains sur l'avertisseur et donna un long coup de klaxon frustré. La porte se mit aussitôt à s'élever entre ses rails. Ace la regarda bouche bée, et sa première impulsion fut de démarrer et de ficher le camp avec la Challenger, aussi vite et loin que possible. Mexico pour commencer. Puis il repensa à Leland Gaunt, et il redescendit lentement de la voiture. Il s'encadra dans l'entrée au moment où la porte s'arrêtait, parallèle au plafond. L'intérieur était brillamment éclairé par une demi-douzaine d'ampoules de 200 watts pendant au bout de gros fils électriques. Des abat-jours coniques en tôle dessinaient des flaques circulaires brillantes sur le sol en béton. Au fond, il vit la forme d'une voiture sous une bâche. Contre un mur, un établi jonché d'outils. 3 caisses étaient rangées contre un autre mur. Dessus était posé un magnétophone de modèle ancien, avec les bobines qu'il faut raccorder à la main. C'était tout. « Qui a ouvert la porte ?» demanda Ace d'une petite voix étranglée. Qui a ouvert cette putain de porte ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Il alla ranger la Challenger contre le mur du fond. La place ne manquait pas. Puis il alla appuyer sur le bouton fermé de la boîte de contrôle qu'il avait vu à côté de la porte. Le terrain vague, au milieu duquel se dressait cette espèce de blocos, se remplissait d'ombre qui le rendaient nerveux. Il avait l'impression de voir des choses y bouger confusément. La porte s'abaissa sans le moindre heurt ou grincement. Pendant ce temps, Ace chercha des yeux le détecteur sonique qui avait réagi à son coup de klaxon. Il ne vit rien. Il devait pourtant bien exister. Les portes de garage ne s'ouvrent pas toutes seules. « Remarque !» se dit-il. « Whipple Street est bien le coin pour ce genre de conneries. » Il s'approcha des caisses sur lesquelles était posé le magnétophone. Ses chaussures produisaient un crissement bizarre sur le ciment. La phrase « Yog-Sothoth règne » lui vint à l'esprit, et il frissonna. Il ignorait qui pouvait bien être ce Yog-Sothoth, sans doute un chanteur de reggae rasta avec 20 kilos de tortillons de cheveux sur sa caboche pouilleuse. Mais le nom lui déplaisait. Il trouvait malsain de l'évoquer en ce lieu, dangereux même. Un morceau de papier était posé sur l'une des bobines de l'appareil. « Fais-moi marcher !» avait-on écrit en lettres capitales. Ace appuya sur le bouton lecture. Les bobines se mirent à tourner, et la voix qui s'éleva le fit légèrement sursauter. Qui s'était-il attendu à entendre? Richard Nixon? « Salut, Ace !» dit la voix enregistrée de M. Gaunt. « Bienvenue à Boston. Veuillez débâcher la voiture et y charger les caisses. Elles contiennent des marchandises assez spéciales, dont je pense avoir besoin très bientôt. Il faudra probablement en mettre une sur le siège arrière, j'en ai peur. Le coffre de la Tucker laisse un peu à désirer.
Votre voiture ne risquera absolument rien ici, et votre voyage de retour se passera sans incident. Et n'oubliez pas ceci. Plus vite vous reviendrez, plus vite vous pourrez commencer vos petits travaux de fouille en vous servant de votre carte. Je vous souhaite bonne route. Puis il n'y eut plus qu'un léger chuintement et le ronronnement presque imperceptible de la tête de lecture. Ace laissa néanmoins les bobines tourner pendant encore 1 minute. Cette histoire était complètement démente et le devenait un peu plus à chaque instant. Monsieur Gaunt était forcément passé dans l'après-midi, il le fallait, puisqu'il avait mentionné la carte. Et Case avait vu celle-ci et Gaunt pour la première fois le matin même. Ce vieux vautour avait dû venir en avion pendant que lui arrivait par la route. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que cela voulait dire, mon Dieu? Il n'est pas venu ici, pensa-t-il. Impossible ou pas, peu importe. Il n'est pas venu. Regarde ce foutu magnétophone, par exemple. Plus personne ne se sert d'engin pareil. Et regarde la poussière sur les bobines. Il y en avait même sur le mot. Spidule t'attendait depuis un bon moment. Qui sait s'il n'était pas là à ramasser la poussière au moment où Pongbang t'envoyait à Shawshank? Insensé, dément. Des conneries, oui. Néanmoins, tout au fond de lui, quelque chose y croyait. Monsieur Gaunt n'avait pas mis les pieds à Boston cet après-midi. Monsieur Gaunt avait passé la journée à Castle Rock, Ace en était convaincu. Il était resté derrière sa vitrine à regarder les passants, retirant peut-être même de temps en temps le panonceau « Fermé, jour de colon !» pour le remplacer par « Ouvert !» s'il voyait approcher la bonne personne, évidemment. Celle avec laquelle le Lord Gaunt pouvait avoir envie de marchander quelque chose. Mais que pouvait-il bien trafiquer au juste ? Ace n'avait pas trop envie d'être mis au courant. En revanche, il voulait savoir ce qui se trouvait dans les caisses. Il allait les transporter d'ici à Castle Rock, et il avait bien le droit d'en consulter le contenu. Il appuya sur le bouton arrêt du magnétophone et déplaça l'appareil. Avec un marteau et une pince Monseigneur qu'il trouva sur l'établi, il fit sauter un premier couvercle. Les clous arrachés grincèrent. Une lourde toile huilée protégeait l'intérieur. Il la souleva et resta bouche bée. Des détonateurs, des douzaines de détonateurs. Peut-être même des centaines, tous bien rangés dans leur petit nid douillet de copeaux. Bordel de Dieu! Mais qu'est-ce qu'il veut en faire? Déclencher la 3e guerre mondiale? Le cœur battant, Ace remit le couvercle en place en quelques coups de marteau et déplaça la caisse de détonateur. Il ouvrit la 2e caisse, s'attendant à trouver des pains d'explosifs soigneusement alignés. Mais ce furent des armes de poing qu'il découvrit. Environ 2 douzaines de pistolets automatiques de forte puissance. L'odeur de la graisse qui les protégeait lui parvint. Il ne connaissait pas ce modèle. Allemand peut-être ? Mais savait ce qu'il risquait. Entre 20 ans et perpète, s'il se faisait prendre avec ce lot dans le Massachusetts. La justice n'aimait pas les gens qui faisaient joujou avec les armes de poing, des automatiques de ce calibre en particulier. Il ne remit même pas le couvercle avant d'ouvrir la 3e caisse. Celle-ci était remplie de munitions destinées aux pistolets. Il recula d'un pas, se frottant nerveusement les lèvres de la paume de la main gauche. Détonateurs, pistolets automatiques, munitions. Ça, de la marchandise? Sans moi, murmura-t-il, secouant la tête. Pas question. Alors là, pas question. L'éventualité Mexico lui souriait de plus en plus. Pourquoi pas Rio tant qu'à faire? Ace ignorait si Gaunt s'employait à perfectionner un piège à souris ou une chaise électrique, mais il refusait de s'y trouver mêlé en quoi que ce soit. Il se tirait tout de suite encore. Ses yeux revinrent à la caisse d'automatique. Et je vais prendre un de ces joujoux avec moi, pensa-t-il. Une petite compensation pour ma peine. Un souvenir, disons. Au moment où il se penchait sur la caisse, les bobines du magnétophone partirent toutes seules, sans qu'il eût touché à rien. « N'y pense même pas, Ace !» lui conseilla froidement la voix de Leland Gaunt. Ace poussa un cri. « Ah !»« Ne t'avise même pas de faire le con avec moi. Essaie seulement. Et ce que les frères Corson avaient l'intention de te faire aura l'air d'une partie de plaisir à côté de ce que je te réserve. Tu es à moi, maintenant. Sois-moi fidèle et tu prendras ton pied. Sois-moi fidèle et tu pourras te payer tous ceux qui t'en ont fait baver à Castle Rock. Sans compter que tu en repartiras plein aux as,
Mais si jamais tu me trompes, tu passeras le reste de l'éternité à hurler. Les yeux exorbités, Ace suivit du regard le fil électrique de l'appareil. La prise mâle gisait sur le sol, couverte de poussière. Il n'y avait même pas de prise femelle dans le secteur. Ace se sentit soudainement plus calme, ce qui était moins étrange que n'aurait pu le croire au premier abord. Deux éléments avaient contribué à réguler son baromètre émotionnel. Le premier tenait à sa nature plutôt arriérée. Il aurait été parfaitement à l'aise dans une caverne à tirer sa femme par les cheveux entre deux chasses à l'auroch. Ses réactions ne devenaient complètement prévisibles que lorsqu'il se trouvait confronté à une autorité qui lui en imposait. Ce genre de situation ne se présentait pas souvent, mais lorsque c'était le cas, il s'inclinait presque aussitôt devant une force supérieure à la sienne. Il ignorait posséder ce trait de caractère, mais c'était pourtant bien celui-ci qui l'avait empêché de prendre la poudre d'escampette devant les frères Corson. Chez des hommes comme Ace Merrill, la seule pulsion plus forte que le besoin de dominer est le besoin profond de se rouler sur le dos, gorge ouverte, devant le chef de meute lorsque celui-ci l'exige. La seconde raison était encore plus simple. Il avait choisi de croire qu'il rêvait. Il savait bien quelque part au fond de lui que ce n'était pas vrai, mais cette interprétation était plus facile à admettre que les preuves de ses sens. Il ne voulait même pas envisager l'idée d'un monde où rôderait des Leland Gaunt. Il était plus facile et plus sûr de faire le blackout sur ces questions et de respecter la marche à suivre. De cette manière, il avait quelque chance de se réveiller dans le monde qu'il avait toujours connu. Dieu sait si ce monde comportait des dangers, mais au moins les comprenait-il. Il recloua les couvercles des caisses, puis alla retirer la bâche, recouverte d'un manteau de poussière, qui dissimulait la voiture. Pendant quelques instants, émerveillé, il oublia tout de sa situation. C'était bien une Tucker, dans un état admirable. Jaune canari, sa carrosserie aérodynamique scintillait de tous ses chromes sur les côtés et les pare-chocs avant. Un troisième phare pointait du milieu de la calandre, juste au-dessous d'un ornement en argent qui ressemblait au moteur de quelques trains futuristes. Il en fit lentement le tour, la dévorant des yeux. Il vit une paire de grilles chromées à l'arrière du pavillon, dont il ne comprit pas la fonction. Les gros pneus Goodyear à flanc blanc étaient si propres qu'ils brillaient sous les ampoules. Écrit en lettres fluides chromées à l'arrière, figurait ce nom. Tucker Talisman. Ace n'avait jamais entendu parler de ce modèle. Il avait toujours cru que Preston Tucker n'avait produit qu'un seul modèle, sa Torpedo. « T'as un problème plus sérieux sur les bras, mon vieux. Pas la moindre plaque d'immatriculation sur la bête. Est-ce bien raisonnable de vouloir revenir dans le Maine, dans une voiture qui passe aussi inaperçue que le carrosse de la reine, chargée d'armes et sans plaque ?» Non, mais il allait tout de même le faire. C'était évidemment rien moins que raisonnable. Mais l'autre solution, celle qui impliquait de faire le con avec M. Gaunt, lui paraissait bien pire. En outre, il rêvait. Il prit les clés, fit le tour pour aller ouvrir le coffre derrière et chercha en vain la serrure. Au bout d'un instant, il se souvint du film avec Jeff Bridges et comprit. Comme la coccinelle et la Chevrolet Corvair, le moteur de la Tucker était à l'arrière et le coffre à l'avant. Il trouva bien entendu la serrure juste au-dessous du bizarre troisième phare. Le coffre n'était effectivement pas très grand. Il ne contenait rien, sinon une petite bouteille de poudre blanche, avec une cuillère attachée au goulot par une chaînette. Un bout de papier y était accroché. Ace le prit et lut le message rédigé en capitales. « Sniffe-moi !» Il s'empressa d'obéir. Se sentant beaucoup mieux sous l'effet de cet échantillon de l'incomparable coke de Gaunt qui lui transformait la tête en arbre de Noël, Ace chargea pistolets et munitions dans le coffre et la caisse de détonateur sur le siège arrière, ne s'arrêtant que pour reprendre sa respiration. Il se dégageait de la berline cette odeur particulière de voiture neuve, une odeur que rien n'égalait. Sinon, celle d'une mignonne petite chatte peut-être.
et lorsqu'il se retrouva au volant, il constata qu'elle était effectivement flambant neuve. Le compteur de la Tucker Talisman de Leland Gaunt marquait 00000.0. Ace tourna la clé de contact. La Tucker démarra en produisant un grondement grave, ample, un bruit épatant. Combien de chevaux sous le capot, il l'ignorait. Mais de quoi fournir un bataillon de cavalerie au bas mot. La bibliothèque de la prison contenait de nombreux ouvrages consacrés à l'automobile, et Ace les avait presque tous lus. La Tucker Torpedo avait un 6 cylindres à plat de 5 litres et demi, ressemblant beaucoup au moteur Ford des années 50, soit quelque chose comme 150 chevaux. Mais celle-ci donnait l'impression d'être plus puissante encore, beaucoup plus puissante. Ace eut envie de descendre et d'aller à l'arrière, voir s'il ne pourrait pas trouver un moyen de soulever le capot. Mais ça lui faisait le même effet que de penser à ce nom dingue, Yog je sais pas quoi. C'était une mauvaise idée. La bonne idée, c'était de conduire cette chose à Castle Rock aussi vite que possible. Il était sur le point de descendre pour aller ouvrir la porte, mais il donna un coup d'avertisseur pour voir. Il vit. La porte se releva silencieusement. Il doit bien y avoir un capteur sonique quelque part. C'est ce qu'il se dit, mais n'y croyait plus tellement. Il en était même au point où il s'en fichait. Il passa la première et la talisman sortit du garage. Il donna un nouveau coup de klaxon en s'engageant sur l'allée creusée d'ornières et aperçut dans le rétroviseur les lumières qui s'éteignaient et la porte qui commençait à redescendre. Il vit même un instant la Challenger née au mur, la bâche posée à côté d'elle sur le sol. Curieusement, il eut l'impression qu'il ne la reverrait jamais. Mais de cela aussi il se fichait. Non seulement la talisman roulait comme dans un rêve, mais elle paraissait connaître l'itinéraire qui rejoignait Storrow Drive et l'autoroute du Nord. Les clignotants se déclenchaient tout seuls. Ace se contentait d'obéir et de tourner. Le temps de le dire, le bidonville de Cambridge n'était plus qu'un souvenir, et la forme familière du Tobin Bridge, couramment connu sous le nom du pont de la rivière Mystique, se profilait devant lui, vaste portique noir contre le ciel envahi par le crépuscule. Ace alluma les phares, et un rayon de lumière se déploya devant lui en éventail, nettement délimité, obliquant à chaque mouvement qu'il donnait au volant. Le phare central faisait merveille. Pas étonnant qu'il ait poussé la faillite le pauvre crétin qui avait conçu cette machine, songea-t-il. Environ 50 km au nord de Boston, il se rendit compte que l'aiguille de la jauge d'essence était passée au-dessous de zéro. Il prit la première sortie et alla s'arrêter dans une station-service mobile, toute proche. Le pompiste repoussa sa casquette sur son crâne d'un pouce graisseux et fit le tour du véhicule, admiratif. « Belle bagnole! Où avez-vous trouvé ça ?» Sans réfléchir, Ace répondit. « Elle est pleine de lingues, Yog-Sothoth, Vintage Motors. »« Hein ? Fais-nous le plein, fiston. Fais pas le jeu des 20 questions ce soir. »« Oh !» Le pompiste examina un peu mieux son client et devint immédiatement obséquieux. « Bien sûr, à votre service. » Il fit ce qu'il put, mais la coupure automatique se produisit alors qu'il n'avait mis que pour 14 cents d'essence dans le réservoir. Il essaya bien d'en ajouter, mais ne réussit qu'à la faire déborder. L'essence coula sur le flanc d'un jaune étincelant de la talisman avant de goûter sur la piste. « Je crois qu'il n'y en a pas besoin, » dit timidement le pompiste. « M'en a tout l'air. La jauge d'essence ne fonctionne peut-être pas. Essuie donc l'essence avant qu'elle bousille la peinture. Hé, qu'est-ce que t'attends ?» Le gosse bondit et Ace se rendit dans les toilettes pour s'en envoyer un petit coup dans les narines. À son retour, il trouva le pompiste à distance respectueuse de la talisman, tordant nerveusement un chiffon entre les mains. « Il a la frousse, » se dit Ace. « Mais de quoi ou de qui? De moi ?» Non. À peine le gosse en salopette aux couleurs de mobile lui jeta un regard. C'était la Tucker qui le fascinait. « Il a essayé de la toucher. » Cette révélation, il n'y avait pas d'autre mot, fit naître un petit sourire sinistre au coin de ses lèvres. « Il a voulu l'essuyer, il est arrivé quelque chose. Peu importe quoi. Il a compris qu'on pouvait regarder, mais qu'il valait mieux ne pas toucher. C'était ça qui importait. Il n'y a rien à payer, » dit le pompiste. « Voilà qui est parlé. »
Ace se glissa derrière le volant et repartit sur les chapeaux de roue. Il se faisait maintenant une nouvelle idée de la talisman. Une idée plutôt effrayante en un certain sens, mais une idée qui ne manquait pas de grandeur. Il songea que la jauge d'essence devait toujours indiquer un réservoir vide, alors qu'il était toujours plein. Les postes de péage pour voitures de tourisme dans le New Hampshire sont automatiques. On jette $1 en monnaie, pas de pièces d'un cent s'il vous plaît, dans le panier et la lumière verte s'allume. Mais lorsque la Tucker Talisman arriva à hauteur du panier, la lumière passa toute seule au vert, tandis que s'affichait « Péage payé, merci ». « Un peu, mon neveu !» grommela Ace, fonçant vers le Maine. Portland passé, la Talisman monta à 120 à l'heure. On sentait qu'il lui restait de la marge. Juste après la sortie de Falmouth, il arriva au sommet d'une côte et aperçut une patrouille de la police d'État embusquée. On voyait distinctement la forme en torpille du radar qui dépassait de la vitre du chauffeur. « Oula !» pensa Ace. « Ils m'ont eu, en plein dans le panneau, bordel. Mais quelle idée de foncer comme ça avec la camelote que je transporte !» Quelle idée, il le savait bien, et ce n'était pas à cause de la coque qu'il avait sniffée. Pas aujourd'hui. C'était la Talisman. Elle voulait aller vite. Il regardait le compteur, levait un peu le pied, et 5 minutes plus tard se rendait compte qu'il enfonçait de nouveau l'accélérateur aux 3/4 de sa course. Il s'attendit à voir la patrouille exploser de tous ses feux et gyrophares et se lancer à ses trousses, mais non. Il passa devant le trooper à 120 et le bonhomme ne bougea pas. Il devait coincer la bulle. Mais Ace ne s'y trompa pas. Quand un radar pointait par une vitre, on pouvait être sûr que le type derrière était parfaitement réveillé et impatient d'en découdre. Le flic, tout simplement, n'avait pas vu la Talisman. Ça paraissait dément, mais c'était son impression. Indiscutable. La grosse voiture jaune, avec ses 3 phares d'une invraisemblable portée, était aussi invisible pour un radar ultramoderne que pour les flics qui l'utilisaient. Avec un sourire, Ace monta la Tucker à 170. Il était 20h15 lorsqu'il franchit de nouveau le Tin Bridge. Son avance était presque de 4 heures. Le Landgaunt sortit de sa boutique et, sous son auvent, regarda Ace glisser la Talisman dans l'un des 3 emplacements en épi face au bazar des rêves. « Vous avez bien roulé, Ace ?»« Ouais, c'est une sacrée machine. »« Un peu, mon neveu, » répondit Gaunt. Il passa une main légère sur l'avant plongeant de la carrosserie. « Une machine pas ordinaire. Vous m'avez rapporté mes marchandises, j'imagine. »« Ouais, j'ai pu me faire une idée plus précise de ce qu'était votre voiture en la conduisant, monsieur Gaunt. Mais il me semble tout de même qu'il vaudrait mieux mettre des plaques et un certificat d'inspection. »« Ce n'est pas nécessaire, » le coupa Gaunt d'un ton indifférent. « Garez-la dans l'allée de service, derrière la boutique. Je m'en occuperai plus tard. »« Comment ? Où ?» L'idée de rendre le véhicule lui répugnait soudain. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait laissé sa propre caisse à Boston et allait avoir besoin d'une voiture pour ses petits travaux nocturnes. À côté de la Talisman, toutes les voitures qu'il avait conduites, la Challenger y comprise, n'étaient que d'immondes tacos. « Ça, c'est mon affaire, » dit Gaunt, imperturbable. « Les choses seraient plus simples pour vous, Ace, si vous les envisagiez avec l'esprit discipliné d'un soldat. Vous avez à votre disposition 3 manières de procéder. La bonne, la mauvaise et la mienne. Si vous choisissez cette dernière, vous n'aurez jamais le moindre ennui. Me suis-je bien fait comprendre ? Ouais, très bien. Voilà qui est parfait. Et maintenant, allez jusqu'à la porte de service. » Ace s'exécuta, roulant lentement. Le Landgaunt l'attendait à la porte, dans un rayon oblique de lumière jaune. Les caisses étaient lourdes, Ace haletait, mais le propriétaire du bazar des rêves ne fit pas un geste pour l'aider. Ses clients auraient été passablement surpris du spectacle qu'offrait l'arrière-boutique. Ils avaient entendu M. Gaunt derrière le rideau de velours déplacer des caisses ou des cartons, fouiller dans des affaires,
mais jusqu'au moment où Ace déposa les caisses d'armes dans le coin que lui indiqua Gaunt, il n'y avait strictement rien eu dans la pièce. Pardon, il y avait quelque chose. Dans un autre coin, un gros rat brun gisait entre les mâchoires refermées d'un lourd piège Victory. Il avait la nuque brisée, et ses dents de devant étaient figées en une grimace de mort. « Bon travail !» déclara M. Gaunt, se frottant les mains, un sourire aux lèvres. « Je ne pouvais attendre mieux de votre part, Ace. C'est vraiment très bien. »« Merci, chef. » Ace Merrill fut surpris de sa propre réponse. Jamais il n'avait appelé quelqu'un chef de sa vie. « Voilà un petit quelque chose pour votre peine. » Gaunt lui tendit une enveloppe brune. Ace la pressa du bout des doigts et sentit la poudre s'effriter à l'intérieur. « Je crois que vous souhaitez vous livrer à quelques investigations cette nuit. Voilà qui devrait vous donner un surcroît d'énergie, comme on dit dans les pubs pour cocktails de vitamines. » Ace tressaillit. « Oh merde! Merde! J'ai laissé le livre avec le plan! Il est dans ma voiture à Boston! Nom de Dieu! Nom de Dieu !» Du poing, il se frappa la cuisse. M. Gaunt souriait. « Je ne crois pas. Il me semble qu'il est dans la Tucker. »« Non, à votre place, j'irai vérifier. » Ace vérifia. Bien entendu, le livre s'y trouvait, posé sur le tableau de bord, le dos appuyé contre le pare-brise incliné. « Trésor enterré et perdu de la Nouvelle-Angleterre. » Il le prit et fit défiler les pages sous son pouce, regardant Gaunt avec une expression de gratitude stupide. « Je n'aurai besoin de vos services que demain soir, à peu près à la même heure, » reprit Gaunt. « Je vous conseille de passer la journée chez vous, à Mechanic Falls. Cela devrait vous convenir, vous aurez sans doute envie de dormir tard. Si je ne me trompe, vous avez encore une dure nuit devant vous. » Ace pensa aux petites croix de la carte et acquiesça. « Et, » ajouta Gaunt, « il serait prudent d'éviter de se faire remarquer par le shérif Pangborn ces prochains jours. Ensuite, ça n'aura plus d'importance. » Ses lèvres s'étirèrent et ses dents s'avancèrent, grandes, carnassières. « Je crois qu'à la fin de la semaine, bien des choses qui jusqu'ici étaient de la plus grande importance pour les citoyens de cette ville n'en auront plus du tout. Vous ne croyez pas, Ace ? » « Si, c'est vous qui le dites, chef. » Il se retrouvait dans l'état semi-comateux qu'il avait déjà connu, mais ça lui était complètement égal. « Je ne sais pas comment je vais faire pour circuler. La question est déjà réglée. Une voiture est garée devant le magasin. Un véhicule de société, si je puis dire. Les clés sont dessus. Ce n'est qu'une Chevrolet. Une Chevrolet parfaitement banale, qui fera néanmoins un moyen de transport parfait, sûr, passant tout à fait inaperçu. La fourgonnette de la télé vous plaira davantage, mais... La fourgonnette de la télé ? Quelle ? Monsieur Gaunt choisit de ne pas répondre. Mais la Chevrolet répondra à tous vos besoins actuels, soyez-en certains. Simplement, évitez de jouer avec les radars de la police. Elle ne peut rien contre. Ace s'entendit répondre. « Qu'est-ce que ça me plairait d'avoir une voiture comme la Tucker, monsieur Gaunt ? Elle est fabuleuse. » « On peut peut-être conclure un marché. Ma politique commerciale, figurez-vous, est extrêmement simple. Voulez-vous savoir à quoi elle se résume ? » « Bien sûr, » il avait répondu sincèrement. « Tout est à vendre. Telle est ma philosophie. Tout est à vendre. »« Tout est à vendre, » répéta Ace rêveur. « Ouh là là, très fort. » »« Oui, très fort. Bon, je crois que je vais manger un morceau. J'ai été débordé et je n'ai encore rien pris, jour de congé ou pas. Je vous inviterai bien, mais je n'ai vraiment pas le temps. En effet, en effet. Vous avez quelques trous à aller creuser, n'est-ce pas ? Je vous attends demain soir, entre 8 et 9. Entre 8 et 9. Oui, après la tombée de la nuit. Quand tous les chats sont gris, ajouta Ace de son ton rêveur. C'est exactement ça. Bonne nuit, Ace. Monsieur Gaunt lui tendit la main. Ace tendit la sienne.
puis vit soudain qu'elle tenait déjà quelque chose. Le rat brun pris au piège dans l'arrière-boutique. Il eut un sursaut et émit un grognement dégoûté. Il ne se souvenait pas avoir vu l'homme ramasser l'animal. C'en était peut-être un autre. Ace choisit de ne pas s'en occuper. Il savait seulement qu'il n'avait aucune envie de prendre un rat mort dans la main, même si le Landgaunt était le roi de l'humour à froid. Avec un sourire, l'autre s'excusa. « Il faut me pardonner. Avec les années, je perds un peu la mémoire. Je crois que j'ai failli vous donner mon dîner, Ace. » « Votre dîner ?» Il avait répondu d'une toute petite voix. « Oui, c'est bien ça. » Il plongea l'ongle du pouce, un ongle jaune et épais, dans la fourrure du ventre de la bestiole. Les intestins se mirent à déborder dans la paume sans pli de Gaunt. Avant qu'Ace ait pu en voir davantage, l'homme s'était retourné et avait refermé la porte donnant sur la contre-allée. « Mais où ai-je mis ce bout de fromage ?» Il y eut un claquement métallique sec lorsque la serrure se referma. Ace se pencha, convaincu qu'il allait vomir entre ses chaussures. Son estomac se tordit, se souleva, puis tout reprit sa place. Parce qu'il n'avait pas vu ce qu'il croyait avoir vu. « C'était une blague !» balbutia-t-il. « Il avait un rat en caoutchouc dans sa poche, un truc dans le genre, juste une blague. » Vraiment ? Et les intestins, et l'espèce de matière gluante, froide et gélatineuse qu'il y avait autour, c'était quoi ça ? T'es juste fatigué. Tu l'as imaginé, c'est tout. Un rat en caoutchouc, tout bêtement. Quant au reste, bof. Mais pendant un instant, le garage désert, la Tucker qui roulait toute seule, et même le graffiti menaçant « Yog Sothoth règne », tout cela essaya de se mettre en place, tandis qu'une voix lui criait « Tire-toi de là! Tire-toi tant qu'il est encore temps !» Mais c'était cela l'idée absurde. De l'argent l'attendait dans la nuit quelque part, beaucoup d'argent peut-être. Voire une putain de fortune. Ace resta quelques minutes dans l'obscurité, planté là comme un robot aux batteries à plat. Il reprit peu à peu conscience de la réalité et de lui-même, partiellement au moins, et décida que l'histoire du rat était sans importance, comme celle de la Tucker Talisman. Ce qui comptait, c'était la bonne coke et la carte, ainsi que, soupçonnait-il, la politique commerciale simpliste de le Landgaunt, mais rien d'autre. Il ne pouvait se permettre de laisser autre chose compter. Il fit le tour du bâtiment et se retrouva devant le bazar des rêves, fermé, toute lumière éteinte, à l'instar des autres boutiques du secteur. Comme promis, il découvrit une Chevrolet Celebrity rangée sur l'un des emplacements en épi. Il essaya de se rappeler si elle s'y trouvait déjà lorsqu'il était arrivé avec la talisman, sans y parvenir. Chaque fois qu'il essayait d'évoquer un souvenir vieux de plus de quelques minutes, il se heurtait à un mur. Il se revit sur le point d'accepter la main tendue de M. Gaunt, geste le plus naturel du monde, pour découvrir que l'homme tenait un gros rat mort. « Je crois que je vais manger un morceau. Je vous inviterai bien, mais... » Encore une chose sans importance. La cheville était là. Voilà ce qui comptait. Il ouvrit la portière, posa le livre contenant la précieuse carte sur le siège du passager et prit les clés sur le tableau de bord. Il alla ouvrir le coffre, ayant déjà une certaine idée de ce qu'il allait y trouver. Il ne fut pas déçu. Un pic et une pelle, les manches posées en croix. Il y avait même une paire de solides gants de travail. « Vous pensez vraiment à tout, monsieur Gaunt ?» dit-il en refermant le coffre. Il remarqua alors un autocollant sur le pare-choc et il se pencha pour le déchiffrer. « J'aime les antiquités !» était-il écrit, avec un petit cœur pour M. Il se mit à rire. Il riait encore lorsque, après avoir traversé le Tin Bridge, il prit la direction de la vieille ferme Treblehorn, où il avait décidé de procéder aux premières fouilles. Sur la côte de Ponderlys Hill, il croisa un coupé où s'était entassée toute une bande de jeunes gens. Il chantait à tue-tête « Quel ami est pour nous Jésus ?» dans le plus parfait unisson baptiste. L'un d'eux était Lester Ivanoé Pratt. Après la partie de football,
Lui et un groupe d'amis s'étaient rendus au lac Hobburn, au bord duquel était dressée pour une semaine une tente pour des manifestations revival. Vic Tremaine avait annoncé qu'il s'y tiendrait une réunion spéciale pour le jour de Colomb, avec prières et chants. Comme Sally avait la voiture de Lester et que les deux amoureux n'avaient aucun projet pour la soirée, il avait accompagné Vic et les autres, tous de bons chrétiens comme lui. Il n'ignorait pas ce qui incitait les autres à faire la balade. Ce n'était pas la religion, en tout cas, pas uniquement. On rencontrait toujours beaucoup de jolies filles dans les tentes de revival qui sillonnaient la Nouvelle-Angleterre, entre le mois de mai et la dernière foire avec concours de bestiaux en octobre. Et les hymnes chantés à plein poumon, sans parler des sermons dont on les bombardait dans cet ancien esprit, Jésus est parmi nous, avaient le don de les mettre d'humeur folâtre. Lester, qui était fiancé, avait pour le manège de ses amis le regard indulgent de l'homme marié pour les jeunes célibataires qui piaffent d'impatience. Il les accompagnait avant tout par amitié, et parce qu'il aimait bien écouter des sermons et chanter des hymnes, surtout après un après-midi à s'empoigner dans une partie de football. Rien de mieux à sa connaissance pour se calmer. La réunion avait été sympathique, mais une incroyable quantité de gens avait tenu à être sauvés à son issue, si bien qu'elle s'était prolongée plus que Lester ne l'aurait souhaité. Il avait envisagé d'appeler Sally pour aller prendre une crème glacée chez Wixie. Les filles, avait-il remarqué, aimaient bien ce genre d'invitations impromptues de temps en temps. Ils franchirent le Tin Bridge et Vic le déposa à l'angle des rues Main et Watermill. « Une sacrée partie, Lester !» lui lança Bill McFarland depuis le siège arrière. « Et comment ?» lui répondit-il joyeusement. « Si on mettait ça samedi prochain, ça me donnerait une chance de te casser le bras, au lieu de simplement te fouler le poignet. » Les 4 jeunes gens dans la voiture éclatèrent de rire de bon cœur, et Vic démarra. Les paroles de Jésus est mon ami pour toujours continuèrent à flotter quelques instants dans l'atmosphère si étonnamment estivale. On s'attendait toujours à de la fraîcheur après le coucher du soleil pendant un été indien. Mais pas ce soir. Lester entreprit de remonter la colline à pas lents, fatigué, fourbu même, mais profondément satisfait. Chaque jour était merveilleux lorsqu'on avait donné son cœur à Jésus. Mais certains l'étaient davantage que d'autres. Celui-ci comptait parmi les meilleurs, et il n'avait plus qu'une envie. Arriver chez lui pour prendre une douche, appeler Sally et sauter dans son lit. Il accéléra le pas. Il regardait les étoiles à la recherche d'Orion lorsqu'il s'engagea dans son allée, si bien qu'il rentra à bonne vitesse dans l'arrière de sa propre voiture, les couilles les premières. « Oui !» Il recula, se replia en deux. Au bout de quelques instants, il put relever la tête et regarder la Mustang à travers les larmes qui lui brouillaient la vue. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là, cette fichue bagnole ? La Honda de Sally ne serait pas prête avant mercredi, dans le meilleur des cas. Il valait mieux tabler sur jeudi ou même vendredi. Puis soudain l'illumination. Sally était à la maison. Elle était venue en son absence et elle l'attendait. Peut-être avait-elle décidé que c'était ce soir que ça se passerait. C'était mal, évidemment, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais il fallait savoir casser les œufs pour faire l'omelette, n'est-ce pas ? Il n'avait pas peur de devoir expier plus tard ce péché, si elle était d'accord. Lester Pratt poussa un cri simiesque et enthousiaste. « Wouhou ! La gentille petite Sally dans le costume du jour de sa naissance !» Il courut jusqu'au porche d'une démarche qu'un crabe n'aurait pas désavouée, se tenant toujours les roues doudou. La douleur commençait à y laisser la place à l'impatience. Il prit la clé sous le paillasson et entra. « Sally ?» lança-t-il. « T'es là, Sally ? Désolé, je suis en retard. On a été au lac Hobburn avec les copains et... » Sa voix mourut. Il n'y avait pas eu de réaction. Elle n'était donc pas là en fin de compte. À moins que... Il monta au premier aussi vite qu'il le put, soudain convaincu qu'il allait la trouver endormie dans son lit. Elle allait se réveiller, et les draps découvriraient sa ravissante poitrine quand elle s'assiérait. Ses seins. Il les avait touchés, enfin, plus ou moins, mais il ne les avait jamais vus. Elle lui tendrait les bras, ouvrant tout grand ses yeux adorables couleur de bleuet, et le temps que sonne 10 heures, ils auraient perdu leur virginité. « Ouh !» Mais la chambre était aussi vide que la cuisine et le séjour.
Draps et couvertures gisaient au sol, comme presque toujours. Lester faisait partie de ces gens débordant tellement d'énergie et tellement pleins du Saint-Esprit qu'ils sont incapables de se lever normalement le matin. Il sautait littéralement du lit, tant il lui tardait non seulement de vivre sa journée, mais de lui faire rendre tout ce qu'elle pouvait. Quand il redescendit, un pli se creusa sur son visage rond et ingénu. La voiture était là, mais pas Sally. Pourquoi ? Il l'ignorait, mais ça ne lui plaisait pas. Il alluma la lumière du Porsche et alla regarder la Mustang. Peut-être lui avait-elle laissé un mot, mais il n'alla pas plus loin que la première marche du perron. D'accord, elle avait laissé un mot, écrit à la bombe en travers du pare-brise. Les grandes lettres le foudroyaient impitoyablement. « Va au diable, salopard de menteur !» Lester resta longtemps pétrifié sur place, lisant et relisant le message de sa fiancée. La réunion du lac Auburn, c'était ça. Croyait-elle qu'il s'était rendu là-bas pour y rencontrer quelques poufiasses ? Dans sa détresse, ce fut la seule idée qui lui parut tenir debout. Il rentra et appela Sally. Il laissa le téléphone sonner plus de 20 fois, mais personne ne répondit. Sally se doutait bien qu'il appellerait, et avait donc demandé à Irène Lutyens si elle pouvait passer la nuit chez elle. Irène, mourant de curiosité, avait accepté avec empressement. Quelque chose déprimait tellement Sally qu'elle en était presque laide. Irène avait du mal à en croire ses yeux. De son côté, Sally n'avait aucune envie de lui raconter ce qui venait d'arriver. C'était trop affreux. Elle avait trop honte. Elle résista donc, pendant une demi-heure, au bombardement de questions d'Irène. Puis le barrage céda, et elle déballa tout dans un flot de larmes brûlantes. L'autre l'écoutait en la serrant dans ses bras, l'œil de plus en plus rond. « Tout va bien, » roucoula Irène en berçant son amie. « Tout va bien, Sally. Jésus t'aime, même si ce salopard n'est pas capable d'en faire autant. Moi aussi je t'aime. Et le révérend Rose aussi. Et j'espère que tu lui as fait comprendre ce que tu pensais de lui, à ce grand cornichon plein de muscles. » Sally acquiesça avec un reniflement, tandis que l'autre ronronnait des mots apaisants et lui caressait les cheveux. Irène avait le plus grand mal à attendre le moment où elle pourrait foncer sur le téléphone pour raconter ça à ses copines. Il lui fallait patienter jusqu'à demain. Elle n'arrivait pas à le croire. Irène se sentait désolée pour Sally, sincèrement, mais elle éprouvait néanmoins une petite satisfaction secrète. Sally était tellement jolie, tellement pieuse et exemplaire. Il y avait quelque chose d'agréable à la voir ainsi descendue en flammes, au moins une fois. Et Lester, le plus bel homme de toute la congrégation, s'ils rompent vraiment tous les deux, je me demande s'il ne m'invitera pas à sortir avec lui. Par moments, il me regarde comme s'il voulait savoir la couleur de ma petite culotte. Ce n'est peut-être pas impossible. Je me sens affreusement mal, geignait Sally. Tellement sale. C'est bien normal, répondit Irène, sans cesser de la bercer et de lui caresser les cheveux. Tu n'as plus cette lettre et cette photo, n'est-ce pas? Je l'ai brûlée, balbutia Sally avec un gros sanglot qui n'en finit pas, et mouilla un peu plus la poitrine de son ami. Oui, bien sûr, murmura Irène. C'était ce qu'il fallait faire. Tu aurais pourtant pu attendre que je jette un coup d'œil dessus, pauvre chialeuse, ajouta-t-elle en son fort intérieur. Irène l'installa dans la chambre d'amis, mais Sally ne dormit guère. Elle finit par arrêter de pleurer, et passa l'essentiel de la nuit à fixer les ténèbres d'un œil sec et à se rouler avec une amère volupté dans ces fantasmes de vengeance que seul un amoureux plaqué aussi brutalement peut concevoir.